fait, je vous ai pas dit, mais je sors en podcast et c'est le premier épisode. Le Tell Me Show, c'est un podcast sur la vie de créateur, pour les créateurs, par un créateur. T'as vu, l'accent anglais, il est top. On va parler de tips, d'anecdotes, de vie de créateur, bref, de plein de choses qui sont reliées à la vie de créateur, de comment créer une audience, comment monétiser son audience, comment faire des partenariats avec des marques, comment être content en tant que créateur, comment vivre de sa passion. La vie de créateur de A à Z avec des créateurs qui, eux, du coup, ont lancé leur marque. On fait des partenariats, on négocie, on a eu plein de problèmes et ont beaucoup de choses à vous apprendre. Le premier épisode, c'est avec Flub. Flub, c'est le créateur de Forever Vacation, une marque de vêtements qui existe depuis 4 ans. Elle a beaucoup de succès avec beaucoup de créateurs et surtout sur TikTok et YouTube. Bon visionnage. Alors, je m'appelle Maxime, Flub sur Internet, j'ai 21 ans et du coup, j'ai lancé un projet qui est mon plus gros projet aujourd'hui, qui est la marque de vêtements, en 2017, donc l'année avant mon bac. Il se trouve que j'ai eu mon bac, mais pas d'affectation Parcoursup. Du coup, je me suis retrouvé sans rien. Et en même temps, je me suis dit, bah, tiens, ça va être l'opportunité pour moi de faire une année de césure où je vais tenter un peu tout ce que je peux faire sur Internet. Donc, créer des vidéos. J'avais pas encore TikTok à l'époque, mais créer du contenu et vendre des vêtements. C'était un peu ce que j'avais comme vision. Du coup, avec le temps, voilà, j'ai appris un peu développer une marque de vêtements, gérer des clients, des fournisseurs, transformer le produit, tout ça. Voilà. Puis avec le temps, j'ai découvert du coup TikTok, ma chaîne YouTube s'est développée et là, on se retrouve 3 ans après ça. Ça fait 4 ans et demi que la marque existe dans un local avec 4 potes à moi où on crée tous du contenu. La plupart vivent de leur marque de vêtements et du coup, tout ça grâce à TikTok, au réseau et aux gens qui nous suivent et consomment nos vêtements, quoi. En gros, c'est un peu ça le schéma de mon activité aujourd'hui. Mais je fais aussi un peu des fois du conseil. On accompagne les gens pour se lancer sur TikTok. On va imprimer du textile pour d'autres personnes. En fait, j'ai plein de compétences que je mets à profit. Il n'y a pas que la marque de vêtements dans mon quotidien. Juste du coup, en plus, là, il y a longtemps, tu as envoyé le premier NFT dans l'espace. Ouais, alors, je le vends comme ça parce que de toutes mes recherches, à chaque fois que j'ai vu un NFT lancé dans l'espace, ça a été fait après nous. Du coup, de ce que je sais, on a fait le premier NFT dans l'espace, ouais. Ça, c'est stylé. Tu t'es intéressé, pourquoi tu t'es intéressé au NFT? Tu t'es dit que c'était une source de revenus, une capacité de créer plus facilement, une capacité de partager plus facilement aussi? Pourquoi tu as fait un NFT en général? Ça me fait plaisir qu'on en parle parce que c'est un sujet qui me passionne. Il y a 1 an, du coup, ça fait 1 an jour pour jour là, à peu près que j'ai découvert les NFT. Ça a commencé sur Twitter où je voyais les artistes vendre des œuvres que je comprenais pas trop à des sommes délirantes. Et au début, beaucoup d'incompréhension sur qu'est-ce que c'est, pourquoi les gens mettent autant d'argent, etc. J'étais déjà très familier avec tout ce qui était crypto-monnaie, blockchain, etc. Tout ça, ça me parle depuis longtemps. Mais les NFT, c'est très nouveau et très spécial. Et donc, dès que je vois un truc un peu nouveau que je comprends pas, j'essaye de pas être dans l'ignorance, j'essaye un peu de comprendre ce qui se passe, de diguer et tout. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me renseigne un peu, je suis des gens sur Twitter et j'ai un pote à moi qui sort son NFT. Donc, je décide de l'acheter. Et donc, je rentre dans ce processus de prendre un wallet, acheter de l'Ethereum, acheter un NFT. Et je découvre vraiment ce monde que je trouve vraiment intéressant, qui est assez spécial parce qu'il y a plein de faces. Donc, il y a des gens, du coup, où c'est vraiment pour le profit. Il y en a, c'est vraiment pour la création. Il y en a, ils veulent créer des expériences. Et je me suis dit, purée, ce monde est vraiment intéressant. J'ai envie d'y contribuer, d'y participer. Et donc, avec la marque de vêtements, on a décidé de créer plusieurs NFT. Donc, aujourd'hui, c'est pas forcément une source de revenus. Ça n'a pas vraiment été l'objectif à court terme, puisque, en fait, la plupart des exemplaires sont tous offerts à notre communauté, aux gens qui passent commande. Quand tu passes commande, tu peux mettre ton wallet Ethereum et du coup, selon ce qu'on a en ce moment, on envoie ou pas des NFT gratuitement. Tu as juste pas à passer commande, mais l'idée, en fait, c'est récompenser un peu les gens qui passent commande chez nous avec un peu comme un fossile, une archive numérique, tu vois, de notre histoire. Par exemple, quand on envoie un truc dans l'espace, c'était notre sujet du moment et tous les gens qui étaient là, qui ont contribué à ça, ils ont reçu, ceux qui ont passé commande et qui ont fait la démarche d'avoir un wallet, un NFT pour montrer qu'ils étaient là et qu'ils étaient intéressés par ce truc. Et donc, je le vois vraiment un peu comme des badges, tu sais, de j'étais là, et des badges de moments de vie, des fossiles de notre histoire, que les gens pourront peut-être s'échanger sur du long terme, collectionner ou autre. Mais c'est pas pour l'argent, vraiment parce que j'ai dépensé des milliers d'euros en gas fee et j'ai jamais vraiment rien vendu. C'est vraiment juste pour activer la communauté. On a créé un Discord, par exemple, que tu peux rejoindre que si tu as un NFT. Et c'est vraiment un endroit où j'essaie d'être super disponible. Si on me pose la moindre question, je réponds en détail, des pavés. Mais parce que je sais que ces gens-là qui ont des NFT, ils sont pas là par hasard. C'est qu'ils suivent vraiment notre travail, qu'ils apprécient ce qu'on fait.
Et donc, je me dis, le meilleur moyen de filtrer, c'est avec les NFT au final. Ok. Et toi-même, tu as investi en crypto ou pas du tout? Ouais, si. C'est mon petit flex. En vrai, comme tout le monde, on connaît, je pense, tout ça depuis un peu longtemps. En 2017, j'avais déjà j'avais gagné un petit peu d'argent, donc c'était très cool. Et du coup, il y a un peu moins d'un an, là, enfin un peu plus d'un an, je me suis réintéressé. Et du coup, beaucoup plus à Ethereum, tout ça. Donc, j'ai un peu de crypto. Ça se passe bien, c'est le bull run, tu vois. Mais c'est pas, je suis pas trader crypto ou quoi que ce soit. Là, en ce moment, je m'amuse un peu à flip des NFT, donc acheter, revendre. Je pense que tu vois un peu quand même ce que c'est. Je vois. Mais c'est trop cool d'un point de vue financier, mais c'est super cool aussi comme expérience, découvrir tous ces gens. En fait, il y a un côté très spécial qui est pas là juste pour le profit. C'est assez intéressant. Mais du coup, oui, j'ai des cryptos. J'essaie de gagner un peu d'argent avec. Mais comparé à des gens qui vont juste être là pour faire du profit, j'essaie de vraiment diguer ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui me rend fou, c'est qu'il y a trop de choses à faire. Ouais, parce qu'au-delà juste de faire de l'argent, c'est aussi, il y a plein de projets crypto qui émergent parce que c'est une possibilité de créer et de partager avec sa communauté, entre guillemets. Genre, que ce soit avec les NFT, je sais pas si t'as vu, il y a une artiste qui a en fait robotisé, enfin dupliqué sa voix et son image pour son audience. Okay. Et c'est fait avec DAO, le token DAO. Et c'est pas de projet crypto et NFT comme ça. Et pareil, je me demande, est-ce que tu as d'autres projets NFT qui vont se lancer? Et est-ce que c'est toi qui fais ça tout seul? Comment tu fais ça aussi? Jusque-là, au local, donc avec mes potes, c'était quand même beaucoup moi qui étais ultra crypto. Je les ai un peu tous plongés dedans, et etc. Mais du coup, là, récemment, avec les NFT, j'ai rencontré pas mal de gens dans cet univers-là, des créateurs, donc des gens qui vendent des œuvres littéralement contre des Ethers et tout. Enfin, c'est fou. Donc c'est cool de voir leur vision, pourquoi ils créent et tout. Donc j'ai rencontré pas mal de gens pour croiser un peu les visions, comprendre que c'est possible de créer et tout. J'ai plusieurs idées de projets à faire avec la marque de vêtements, des connexions un peu entre le réel et le monde digital, etc. Rien de plus très concret aujourd'hui parce que c'est compliqué à mettre en place. J'ai envie de faire un truc vraiment sérieux si on le fait. Mais oui, je vois vraiment un futur perso de la marque de vêtements connecté avec les NFT. Les NFT à fond. Crypto un peu moins parce que ça va être très financier, très start-up technologique en général et on est loin de tout ça. Nous, en vrai, on fait juste des vêtements dans un hangar, on s'arrête là. Par contre, là, on fait des trucs cool. C'est l'expérience, des moments de vie et tout ça. Pour moi, les NFT, c'est des trucs de performance. Et donc, j'aimerais bien développer des expériences à l'aide des NFT. Et j'apprends tout ça grâce à des artistes. En fait, si tu prends le temps d'aller connecter avec des gens, les gens ils vont te donner avec plaisir du temps, de leur savoir et tout, parce que c'est une communauté qui partage de ouf. Et j'étais vraiment super étonné de voir comment, quand tu t'intéressais un peu sincèrement, les gens ils étaient prêts à t'ouvrir un peu leur porte de leur milieu et tout te raconter, tout expliquer. C'est ouf parce qu'en plus, genre, en ce moment, enfin, c'est un peu pas la tendance, mais c'est le début du métaverse. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et du coup, on voit de plus en plus de créateurs qui commencent à digitaliser leurs vêtements en NFT. Et du coup, je pense que tu parles de ça quand tu dis digitaliser tes vêtements. Ouais, en partie. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est un truc carrément qu'on a envisagé. Il y a des gens, même des artistes, qui font des expositions sur CryptoVoxel, sur donc, des métaverses, et je trouve ça fou que une œuvre d'art que d'habitude les gens pourraient conserver chez eux et partager peut-être que sur Instagram, etc. Là, tu peux aller visiter une expérience entière. Quelqu'un va créer un univers, il y a la musique, une vraie expo. Enfin, moi, je trouve ça fou. On casse un peu des limites et non, ouais, le métavers, c'est assez intéressant. Alors là, c'est l'effet de mode. Je sais pas encore si ce sera autant d'actualité dans 6 mois, 1 an, tu vois. Mais c'est cool. Il y a des trucs à faire. Mais attends, du coup, là, tu gères, par exemple, là, donc, du coup, en fait, pour faire Vacation, vous êtes 3. Chacun a sa propre. Ouais, on est 2 aujourd'hui. 2. 2 et on n'a pas de. Tu veux dire, du coup, si on a des rôles un peu définis, c'est ça? Ouais, des rôles un peu définis. Et comment ça se passe, l'orga, le quotidien? Le quotidien, on est tous les jours là de 10h jusqu'à 20h, 23h. Des fois, ça dépend s'il y a des missions. Et globalement, on n'a pas trop de rôles définis parce que chacun a un peu toutes les mêmes compétences. On travaille tous sur les mêmes projets parce qu'on n'est pas non plus une équipe de 20 personnes. Et on est beaucoup dans l'échange. Par exemple, le tour de l'espace, comment ça s'est fait? J'ai Tom qui me dit, ce serait marrant qu'on envoie un colis à Thomas Pesquet. Et on surenchérit un peu comme des débiles cette idée. Et au final, on se dit, c'est marrant, on va envoyer notre logo dans l'espace. Donc, pas beaucoup de tâches établies. On imprime tous, on fait tous des vidéos, on prépare tous les commandes.
on interagit un peu tous sur les mêmes choses. Mais juste, vu qu'on est plusieurs, ça va plus vite. Et croiser les idées, c'est surtout ça que le groupe apporte, en fait. Et Donc, tout le monde va pouvoir apporter des idées par rapport au NFT, par rapport à de nouveaux produits, par rapport à des activations. ok. Et vous connaissez comment? Vous étiez potes avant? Vous étiez créateur avant? Tom faisait des vidéos YouTube et je l'ai rencontré avec YouTube. Donc on s'est rencontrés comme ça. Supram, je l'ai rencontré sur Twitter. C'était un artiste que je kiffais. Un jour, il me dit je vais passer sur Orléans, ça te dit on se voit. Et au final, il a fait ses études là. Il s'est installé à Orléans pour le local avec le temps, puisqu'on a appris à se connaître et c'était vraiment cool. Donc Tom et Supram des réseaux sociaux et Arthur qui a All Time Fever. Lui, c'est quelqu'un de ma ville, mais en vrai, si on a connecté, c'est surtout grâce aux réseaux sociaux, en fait. Parce qu'on montrait un peu notre travail, on captait qu'on était un peu dans le même délire. Ok. Et du coup, là, tu penses que tu vas, entre guillemets, développer le local, développer une équipe ou juste tu vas rester comme ça, etc. Je sais pas. C'est ce que j'ai appris cette année, c'est de travailler avec d'autres humains. C'est assez spécial parce qu'il faut gérer. Là où avant j'étais seul chez moi dans une cabane de jardin à imprimer des vêtements et je ne gérais que moi et ma mission. Là, je vais devoir un peu gérer un peu aussi les missions des autres. Enfin, indéfiniment, c'est un nouveau métier que je découvre. Du coup, je sais pas si j'ai envie de faire ma vie de gérer d'autres personnes. Donc pour l'instant, je me vois juste continuer comme ça. S'il faut agrandir le local, on le fera. Là, on est en train de visiter par exemple de nouveaux espaces un peu plus grands. Mais je cherche pas à recruter en personne, à avoir de nouveaux talents ici. C'est pas forcément l'objectif principal. Après, on est ouvert à tout. Hein. Tom, il est venu comme ça en me disant je peux vous rejoindre les gars, j'en ai marre de mon taf et ça s'est fait comme ça en fait. Okay. On est ouvert à tout, mais on n'est pas dans une démarche de recruter dans une équipe grande. Peut-être dans 10 ans, je sais pas. Mais pour l'instant, on essaye juste déjà de contrôler ce qu'on fait nous et après on essaiera d'aller un peu plus loin. Quoi. Ok. T'es pas dans une démarche de faire juste grossir une énorme équipe Si, mais j'ai pas les compétences pour. En fait, et je vais d'abord essayer d'avoir les compétences et de gérer ce que j'arrive à faire. Est-ce que 2-3 personnes autour de moi et après on verra pour 5, 10, 20, qui sait. En plus, dans une vidéo, t'en parles, je sais plus, c'est la 365 jours. Genre, c'est une vidéo où juste, c'est surtout du Pascal. Ouais. Et tu parles de genre manager le relationnel et toute la partie émotionnelle de l'être humain. Et je comprends en fait cette difficulté parce que quand tu dois travailler avec des gens, t'as une vision toi dans ta tête. Et tu dois la transmettre à d'autres gens qui eux ont pas forcément la même vision et pas les mêmes personnalités. C'est très difficile, je trouve. C'est super compliqué. C'est exactement ça. Et puis des fois j'ai tort. Et puis tu interagis avec des gens qui ont tous un ego comme moi j'en ai. Donc c'est compliqué de faire passer tes idées sans pour autant être toxique. Tu vois, je travaille beaucoup sur ce truc-là d'être toxique, de pas imposer ma vision à tout le monde parce que j'ai pas toujours raison et j'ai à apprendre de tout le monde. Et c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Mais c'est cool. C'est un nouveau truc à apprendre en fait. Okay. Et comment là du coup tes objectifs entre guillemets à moyen court terme, c'est quoi pour le moment? Développer l'identité graphique de la marque, qu'elle soit plus reconnaissable, qu'on améliore ce point-là parce que j'ai aucune compétence graphique et Tom non plus. Et donc faut que on arrive à compléter ce gros point faible qu'on a. Et après, en vrai, c'est toujours créer de nouvelles expériences, trouver de nouveaux projets. Mais la mission numéro 1 concrète, c'est l'identité graphique qu'il faut qu'on développe. Là, on a une mission qui va être tout ce qui va être le Q4, donc Black Friday, Noël, tout ça, où ça va être une grosse période très chargée dans tout ce qui est e-commerce et en vrai un peu partout. Parce que les gens achètent. Donc là, il va falloir être réactif. Mais sinon, en mission, il n'y a que ça. Après, sinon, on a plein de petits projets comme à chaque fois. Des collaborations avec des artistes, des projets vidéo, des idées plus ou moins farfelues, des trucs par rapport au NFT comme j'ai dit, mais le concret aujourd'hui c'est l'identité graphique et le Black Friday. Ok. Et tu vas entre guillemets, tu vas pas. Moi ça me perturbe de ouf ce que tu me dis parce que je me dis attends du coup ils sont 2, voire 3 de temps en temps et vous gérez le contenu. Enfin on parle pas d'une seule chaîne non plus, on parle de plusieurs chaînes. Ouais. En plus, faire les vêtements, gérer la boutique. De temps en temps, du coup, tu fais de l'événementiel dans des boutiques, etc. à Orléans. Ça me choque que juste tu fasses ça à 2 ou à 3, tu vois. Ouais. Après, ça fait plaisir que ça te facilite, c'est cool. Mais en vrai, moi, ma vie, c'est que ça. Hein. Genre, faut pas croire, mais je pense que quand tu es passionné par un projet comme tu l'es peut-être par ton activité aujourd'hui, tu réveilles, tu penses à ça, tu vas dormir, tu penses à ça, tu prends ta douche, tu penses à ça. Et au final,
j'ai je suis peut-être pas le plus hyperactif, le plus productif sur mon activité seconde après seconde, mais je suis juste toute ma journée focus sur ce truc-là. J'ai pas autre chose à côté qui m'occupe l'esprit que développer Forever Vacation. Du coup, ce qui englobe tous les événements que tu as développés, nos canaux, donc qui sont les réseaux sociaux, tout ça. Ce qui fait qu'on a plein de petits projets dans cette grande famille qui est Forever Vacation. Ok. Et tes besoins, du coup, en ce moment, c'est juste développer du coup de l'événementiel et voir, du coup, pour le Q4, Black Friday, etc. Et entre guillemets, c'est marrant, tu as dit que tu voulais pas trop, tu voulais un peu garder ça comme ton bébé à toi. Tu veux pas trop que ça soit une énorme équipe et que ça te lâche, tu lâches prise, entre guillemets? Bah, c'est compliqué en fait. C'est que là, s'il y avait 3 personnes de plus sur le local, je serais débordé parce que communiquer avec des nouvelles personnes, ça prend du temps et je sais pas le faire. Je sais pas le faire. J'aimerais d'abord savoir comment gérer le projet correctement à 2, comment pousser ce projet-là à fond, et après on verra étape par étape pour que ça me dépasse. Mais il y a certainement un jour où je serai plus compétent pour être tout en haut du truc, et avec plaisir que je filerai la passe à quelqu'un. Mais en vrai, oui, je suis attaché parce que c'est mon projet, parce que c'est ma vision, parce que ça fait 4 ans et demi que je suis dessus, parce que c'est mon premier projet et j'ai eu la chance, ça fonctionne un peu. Mais si un jour il faut le lâcher, on lâchera, c'est pas grave. Et quelqu'un d'autre poussera le truc plus fort que moi pour aller encore plus loin quand moi je serai plus compétent. Donc aujourd'hui, je pense que la meilleure chose à faire, c'est qu'on continue comme on fait à petite échelle et tout. Et dès qu'on aura des limites, comme on a eu des limites il y a 1 an, du coup on a pris un local, et bien là, on va pousser jusqu'à avoir des problèmes, avoir des limites, et c'est là où on essaiera de trouver une solution. Donc peut-être prendre de nouvelles personnes, grandir. Je sais pas, moi, j'ai pas encore le problème devant moi, donc je sais pas ce qu'il faudrait que je résoudre, tu vois. Mais j'essaie pas de résoudre le problème avant qu'il arrive, en fait. Ou rarement. Le local, c'était pour résoudre le problème de l'organisation qu'on a résolu. Donc maintenant, on continue d'avancer et on voit où seront les autres challenges. Ok, ça marche. Et c'est du coup, vous êtes 2 pour l'instant, 3 du coup à peu près de temps en temps. Et Ouais. comment ça se passe? Du coup, tu les as rencontrés notamment grâce au réseau et grâce à leur chaîne et tout. Et pareil, est-ce que tu collabores avec d'autres créateurs? Ouais. Ils ont les mêmes besoins que toi? Est-ce qu'ils ont le même problème que toi? Comment ça se passe en général? J'essaie d'interagir souvent avec du monde, même extérieur du coup du local, des artistes, des créateurs, parce que c'est essentiel, je pense, si tu veux rester connecté et comment on pourrait dire, te décaler par rapport à la réalité. En fait, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer correctement, mais si tu veux rester à jour sur tout ce qui se passe, soit tu passes ta vie à faire de la veille et regarder ce qui se passe autour de toi, soit tu bosses et tu échanges avec d'autres créateurs qui vont bosser sur d'autres trucs. Et donc, ouais, on est 2 sur Forever Vacation, tu vois, mais j'interagis peut-être avec 7, 8, 10 personnes au quotidien, soit des artistes, soit des potes qui font d'autres trucs. Et tout ça me permet d'apprendre et visualiser tout ce qui se passe, tu vois. J'ai des potes qui ont un média rap, du coup, je capte un peu ce que c'est les réseaux sociaux pour l'industrie musicale, alors que c'est pas mon travail. Et tout, enfin, c'est super important de croiser ces visions. Et surtout, je parle beaucoup avec des artistes parce que moi, je suis nul graphiquement, artistiquement. Et donc, j'ai fait bosser sur Rêver. Enfin, croiser nos compétences, croiser point fort, point fort, point faible. Ok. Et du coup, en plus, toi, ça fait longtemps que t'es sur YouTube et tout. Et du coup, t'as vu, entre guillemets, cette nouvelle génération de créateurs arriver. Ouais. Et t'as vu TikTok arriver. Comment ça s'est carrément. passé ça devait pas être un choc parce que du coup, tu passes de formats qui sont super longs, 10-15 minutes, à des formats super courts où t'entends, tu vois des gens qui dansent, qui font des challenges bizarres et tout. Moi-même, j'avais la même réaction. Je me suis dit, c'est un peu bizarre. Puis après, au bout de 6 mois, je me dis, bon, je suis un rageux, il faudrait peut-être que je teste. Et c'était quoi ta réaction quand t'as découvert cette nouvelle génération de créateurs et tout? C'est très marrant. Bah alors moi, du coup, les vidéos YouTube, c'est marrant. Donc, je fais ça, tu vois, et en vrai, ça aide la marque de vêtements. Genre, je suis content, ça pousse un peu. C'est mon premier gros boost, c'est YouTube, tu vois. Et un jour, il y a une fille dans ma ville, elle fait un TikTok. Donc, j'entends parler de TikTok que de nom, voilà, que de nom, mais jamais j'utilise vraiment. Et il y a cette fille de ma ville qui fait un TikTok et qui gagne, je crois, 7000 abonnés sur Instagram dans la soirée. Et elle n'était pas influenceuse, elle n'avait pas de talent ou de particularité, si ce n'est que elle fait des belles vidéos, elle est jolie et elle est photogénique, tu vois. Et je suis en mode, ah ouais, putain, c'est fou la conversion comme ça, j'ai jamais vu ça, tu vois. C'est pas avec une vidéo YouTube où tu vas gagner
7000 abonnés en étant personne. Tu vois, c'est fou. Et là, je suis en mode, en vrai, là, on est mi-2019, je pense. Et donc, je suis en mode, soit je reste dans le déni et je reste frustré, soit j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et j'installe TikTok. J'essaie de comprendre un peu le contenu, donc très bizarre. Déjà aussi, l'interface de TikTok, elle a rien à voir avec aucun autre réseau social. Genre, c'est très bizarre au début de comprendre comment l'application fonctionne. Moi, je sais que j'avais eu du mal, tu vois. Et donc, je me mets dessus. Et avec le temps, je capte, je fais quelques formats. Et les premières vidéos que je fais font des ventes tout de suite, tu vois, de vêtements. Et j'avais jamais vu une conversion si claire, alors que pourtant, je faisais des vidéos YouTube depuis plusieurs années et que je vendais des vêtements grâce à ça, tu vois. TikTok a vraiment été un choc parce que tu vois plein de nouveaux talents émerger, des fois de nulle part. Leur légitimité, tu vois, je suis pas là à débattre dessus. Je pense pas qu'il y ait de mérite ou autre sur les réseaux sociaux. Si tu as de la chance, profites-en, tant mieux. Mais tu vois, des fois, j'ai pu du coup profiter un peu de cette chance et être mis en avant. Et c'est incroyable comment TikTok est d'une force folle. Tu peux. On a eu un jour en simultané sur notre site genre 500 personnes en même temps grâce à TikTok. Et jamais j'aurais pu faire ça avec Instagram ou YouTube, ou alors pas en si peu de temps, tu vois, ou pas avec une si petite communauté qu'on a sur TikTok au final. Donc c'est fou. Parce qu'en vrai, genre, enfin, c'est vrai que, enfin, moi, pareil, TikTok, une première vidéo de base, je faisais 1500 vues. Pour moi, c'était choquant de fou. Alors que sur YouTube, quand tu commences sur YouTube, quand tu fais 100 vues, tu dis, ça va, je suis bien, tu vois. Ouais. Alors que TikTok, dès le début, il t'envoie 300 vues et t'es en mode, ah ouais, quand même. Ouais, vraiment, tu peux poster, je vais pas dire je peux poster n'importe quoi, mais tu peux taper la barre des 100 vues très facilement. Et c'est la charge de travail n'est pas du tout la même. Parce qu'en fait, là, je prends des termes économiques à la con, mais genre, t'as moins de friction de faire des vidéos TikTok que de faire des vidéos YouTube. Pour faire des vidéos YouTube, tu dois faire du montage, tu dois savoir filmer, avoir une caméra. Et alors que sur TikTok, c'est normal de filmer sur son téléphone, c'est normal. Et même toi, sur ton compte perso que tu gérais, où tu créais beaucoup de contenu avant, tes vidéos, je les voyais, c'était t'allumes ton tel, tu postes direct. Et c'est tellement simple de créer, c'est tellement simple de partager que ça crée une relation encore plus proche. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a l'algorithme et que tu vois pas, en général, toutes les vidéos de ton créateur favori. Mais la conversion est incroyable. Non, et ouais, TikTok est vraiment fou pour ça. Et ce que je me suis fait comme remarque il n'y a pas longtemps, c'est que TikTok a, comme YouTube le faisait à l'époque, mais a éduqué tellement de gens à créer du contenu. C'est fou maintenant, tous les petits, en vrai pas tous, mais une très bonne partie, deviennent facilement photogéniques ou vidéogéniques, je sais pas comment on peut dire, mais c'est très facile pour un gamin d'être à l'aise à la caméra, de se filmer et de poster une vidéo. Ça l'était aussi grâce à YouTube. Beaucoup de gens se sont lancés et ont fait des vidéos, mais avec TikTok, c'est frappant parce que avec ton téléphone, tu peux faire des millions de vues et du coup, ça éduque tellement de petits à créer du contenu, à rendre des vidéos courtes et intéressantes. Et ça, je trouve ça très fort. C'est fou comment les outils ne sont plus les mêmes et comment ce format qui est nouveau, du micro-contenu, casse tout en fait sur son passage. C'est vraiment ça. Hein. Plus sur ta chaîne Forever Vacation, c'est vraiment ta marque, c'est vraiment ton quotidien. Et donc du coup, il y a plus de filtres. On sait plus, c'est plus juste une marque, c'est plus genre Nike. Nike, c'est tellement gros maintenant que on a plus de connexion avec Nike. Mais alors que maintenant, sur TikTok, tu peux avoir une connexion avec n'importe quelle marque. Je trouve ça incroyable. Et puis même ça permet de connaître les gens du local, tu vois, genre de voir ce qui se passe et tout, comme vos réactions. Et c'est trop cool. Par exemple, quand tu me dis 500 personnes en même temps sur un site, on voit ta réaction en live et c'est trop cool. C'est ça. Et c'est vrai qu'au final aussi, je trouvais que ce qui avait de cool avec TikTok, c'est que, alors je sais pas si c'est mon fil d'actualité pour toi ou si c'est pour tout le monde, mais tu as beaucoup plus tendance à avoir des marques, des small business, des projets entrepreneuriaux à petite échelle que Nike. Tu vois, j'ai jamais vu Nike sur TikTok. Alors qu'en vrai, ils ont le budget de mettre quelqu'un s'ils veulent et ils le font certainement, tu vois. Mais vu que le contenu est pas aussi organique et assimilable que le nôtre, je pense que ça engage pas du tout les gens. Alors, peut-être que c'est juste que moi, je consomme que du contenu comme ça et je vois que ça. Mais c'est vraiment mon impression, c'est que ouais, du fait qu'on est, je sais pas, très, très accessible en caméra, il y a ce côté très marquant comparé à d'autres marques plus grosses et plus établies. Ouais, en plus, tu as fait la même embarque en vidéo et c'est super intéressant parce que on voit des marques, je vois de plus en plus qui arrivent, c'est des grosses marques.
Et c'est marrant, t'entends, je les vois dans l'espace commentaire de certaines vidéos, et ça me fume de rire, parce que je me dis, du coup, il y a un community manager qui s'est cassé les reins à mettre un commentaire ou une blague en zone commentaire, et du coup, après, ça casse la barrière entre consommateur et marque, tu vois. Et c'est trop cool. Et en plus, des small business, on en voit de plus en plus, et je pense qu'on va voir des small business, entre guillemets, vivre normalement. C'est comme si la boutique, je sais pas, dans ma ville, on allait la voir qui vivait normalement sur TikTok et qu'elle avait un salaire convenable. Ouais. Et il y a quelques jours, on était à Paris, tu vois, et on a rencontré Kenza, KNZ TV sur TikTok. Elle fait des customs de sneakers, tu vois. Et elle a posté son premier TikTok il y a 1 an et demi, je pense. Et aujourd'hui, elle vit de ça. Elle vit de TikTok et de son talent de personnalisation de chaussures, tu vois, de comment elle arrive à faire ça. Et je vais te poser la question, mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait TikTok, ça fonctionnait si vite? T'es en mode, bah non, j'aurais pu faire YouTube, Instagram, mais ça aurait jamais pris aussi rapidement. C'est-à-dire que là, si tu as une compétence artisanale et que tu la mets en avant en vidéo, ce qui est souvent facile à faire en vrai, eh bien, tu peux toucher du monde et communiquer super facilement et gagner ta vie, tu vois, au final. Nous, le local, c'est, je pense, à 70% grâce à TikTok. Hein. C'est pas YouTube qui m'aurait permis d'avoir un local aussi rapidement. Ouais. Parce qu'en plus, t'as fait un énorme investissement dedans, et ça t'a coûté super cher de prendre ce local. Ouais. Donc c'était un gros risque, genre. C'était un risque. On n'a pas acheté, hein, mais ça reste un risque quand même de dépenser des centaines d'euros par mois dans des loyers, tu vois. Mais c'est cool. Ça permet aussi aux gens, tu vois, de capter que, OK, grâce à eux qui achètent un t-shirt à 35 euros, eh bien, ils voient un peu ce qui se passe derrière, où va l'argent, comment ils contribuent. Et c'est aussi ce qui est cool avec TikTok, c'est que tu as ce côté de, bah voilà, les gars, vous nous soutenez, regardez ce qu'on arrive à avoir grâce à vous. Et j'essaie de le rappeler souvent parce que les gens ne captent pas forcément que juste acheter un produit, ça peut nous aider à développer des vrais projets. Et TikTok facilite la communication et l'instantanéité. Alors, j'ai une pensée, elle peut être un message cool à partager, bah, je le partage en 5 minutes, la vidéo est pliée, et ça se trouve, le lendemain, je vais voir qu'elle a fait 400 000 vues, et c'est énorme. C'est vraiment, pour moi, quand j'ai vu TikTok arriver, c'était le mix entre Twitter et YouTube, dans le sens en format vidéo. Genre, t'as un truc à dire, bah, fais-le en 15 secondes. Et tout le monde faire des collages et tout. Bon, après, il y a des gens qui arrivent sur TikTok et t'es un peu en mode, qu'est-ce que tu fais là? Genre, on va pas rentrer dans un débat politique à la con, mais bon, voilà, quoi. C'est toujours intéressant de voir du monde qui arrive sur cette plateforme. C'est toujours intéressant de voir plein de créateurs et tout. Par contre, ce qui m'étonne de ouf, et puis même moi, ça m'est arrivé, je sais pas si toi, ça t'est arrivé, c'est du jour au lendemain, tu deviens, entre guillemets, t'as cette visibilité qui arrive sur toi, des spotlights qui arrivent sur toi. C'est un peu perturbant, je trouve. Okay. Et je sais pas comment tu le vis. Moi, j'ai jamais eu d'interaction dans la vie bizarre, tu vois. Avec YouTube, j'ai toujours eu de temps en temps des gens qui me reconnaissaient. Donc, ça me faisait bizarre. Mais avec TikTok, j'ai pas vu de grosses transitions. Mes potes croisent souvent des gens, tu vois, qui portent la marque de vêtements, certainement grâce à TikTok. Moi, ça m'est jamais arrivé encore, ce qui est fou. Mais du coup, ce tilt-là, moi, je l'ai pas encore eu. Après, je pense que oui, voilà, c'est que ça peut arriver très vite. J'ai un ami, à moi, il a pris 100 000 abonnés en 24 heures, tu vois. C'est bizarre. Ça fait bizarre. Un humain n'est pas fait pour avoir autant d'attention du jour au lendemain. On n'est pas fait pour... mentalement, je connais plusieurs personnes pour qui ça a été compliqué, tu vois, de percer sur TikTok, de faire des millions de vues par mois, de prendre des fois des 4 000, 5 000 abonnés par jour pendant plusieurs semaines. Et ben, c'est bizarre. Genre, c'est bizarre. Je pense que ça en perturbe pas mal. Et je connais pas mal de créateurs qui ont arrêté parce qu'ils n'arrivaient pas, en fait, à maintenir mentalement le cap après avoir autant d'attention. Et tout ça, c'est quand même vachement dépendant d'un algorithme. Donc, aujourd'hui, c'est bizarre, on tombe à plein d'attention, de love et tout, mais le lendemain, ça peut s'arrêter et c'est là où ça peut faire mal. Et plusieurs créateurs que je connais ont dû arrêter parce qu'ils se sentaient plus bien à faire des vidéos parce que bah, l'humain n'est pas fait pour avoir autant d'attention, tu vois. C'est un peu bizarre quand même. Mais on parle quand même, t'entends, je parle avec des créateurs TikTok, on banalise le fait de 100 000 personnes. 100 000 personnes, c'est plus que le Stade de France, genre. C'est ça. Et là où encore avec YouTube, c'était fou, on pouvait toucher du monde, on commençait un peu à visualiser l'impact de nos trucs. Mais là, c'est que du jour au lendemain, tu peux gagner 40 000 abonnés. Et en vrai, c'est même pas si exceptionnel que ça, tu vois. C'est génial. Mais ça arrive à des dizaines de personnes par jour sur TikTok. C'est ça qui est fou. Mais moi, je relative toujours de fou parce que je me dis, ouais, quand on me dit, ouais, 10 000, t'es petit. Je fais, ouais, mais 10 000 personnes, mec,
C'est énorme, genre, ça. Visualise 10 000 personnes devant toi. Visualise 10 000 personnes. Il y a un mec qui avait fait un TikTok, un prof, je pense, ou un daron, aux États-Unis. Il avait été en mode putain, je suis content, ma dernière vidéo, j'ai fait 50 vues. Et un petit m'a dit, ouais, 50 vues, c'est rien. Mais je lui ai dit, mais imagine 50 personnes qui rentrent dans la pièce devant toi et qui regardent ta vidéo. En vrai, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Moi, je pense galérer à parler correctement devant 50 personnes. Alors, des fois, voir des vidéos qui dépassent le million de vues, tu vois, t'es en mode, ah, c'est fou. 1 million de vues, on parle même plus, mais que c'est la taille d'un pays, genre, t'entends, genre, la taille des pays. Bon, un petit pays, mais un pays quand même, tu vois. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais, pareil, je sais pas, enfin, toi, t'es habitué, entre guillemets, avec YouTube de base, tu vois. Mais, je sais pas, je sais que j'ai vu certains créateurs, ouais, qui, comme t'as dit, vont abandonner parce que c'était trop et parce qu'ils se disaient, mais, enfin, c'est too much, je sais pas qu'est-ce que je vais sortir, est-ce que ce que je vais sortir ça va plaire, qu'est-ce qu'ils veulent de moi, pourquoi ils s'abonnent à moi, et un peu surtout le syndrome de l'imposteur. Ouais, beaucoup. C'est super perturbant, comme quoi, bah même avec la fuite des salaires Twitch, il y en a plein qui assument pas trop leur salaire parce qu'ils se disent, bah en vrai je fais juste ce que j'aime, pourquoi je gagne autant. Et en vrai, bah, la seule réponse que j'ai à leur dire, bah mec, tu sais divertir, tu sais attirer l'attention, tu sais créer une audience et créer une relation avec des gens. Et les marques, juste, elles savent pas faire ça, et donc elles sont capables de te payer cher. C'est pour ça. Même les plateformes, elles te payent cher pour ça. Et si elles te payent cher, c'est qu'elles font encore plus d'argent sur ton dos qu'elles t'en ont donné. Hein. C'est juste ça. Hein. Ouais, non, mais c'est réel, le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai eu plusieurs phases où j'arrivais pas à faire de contenu. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des millions d'abonnés qui ont ce vrai truc-là, où ils sont en mode, mais c'est fou, j'en profite tant que je suis là, mais après, je sais pas. Enfin, c'est un modèle qui est très spécial pour l'humain. Je pense que niveau psychologie, dans les prochaines années, on va avoir vraiment beaucoup de problèmes par rapport à la confiance en soi et tout ça. Hein. C'est assez fou. C'est dans des situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a 10 ans, quoi. En vrai. C'est en plus, mais je pense qu'il y avait Dirty Biology qui a fait une vidéo sur ça, sur les effets des youtubeurs, dans les effets psychologiques des youtubeurs, enfin que subissaient les youtubeurs. Et c'était super intéressant. Il y avait plein de biais cognitifs. Bon, je les ai pas en tête maintenant parce que c'est plein de noms scientifiques que je ne connais absolument pas. Mais c'était super intéressant. Et sur le coup, je me disais, ah ouais, putain, mais du coup, quand j'ai vu TikTok arriver, j'ai revu la vidéo et je me suis dit, mais ça doit être dupliqué à une vitesse incroyable. Et je sais pas si t'as vu. Bon, après, j'ai pas regardé le show, mais j'ai vu des reviews. Le show de Charlie D'Amelio, on voit c'est avec Hulu, sur la plateforme Hulu. Et en fait, il y a plusieurs extraits. On voit que elle dit, bah moi, je fais juste des danses. En fait, je suis juste là pour kiffer ma journée et tout. Et c'est super perturbant parce que elle a un manager, elle a une société à son nom qui est pas managée par elle. Donc, elle est managée elle-même par un président et par plusieurs équipes. Et enfin, en vrai, elle a même pas 18 ans, tu vois. Et c'est super perturbant de se dire, bah, à 18 ans, bah, j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens trop mal, je me sens mal dans ma peau, je me sens stressé et tout. Et pareil, je sais pas si t'as des cousins ou des sœurs et des frères et sœurs, tu vois, mais qui arrivent sur la plateforme et qui, en fait, à 12 ans, 13 ans, commencent à quantifier leurs relations sociales avec des chiffres et tout. C'est pas sain, c'est pas sain, quoi. C'est pas sain. C'est pas sain. C'est pas sain. Je sais pas comment, je sais pas si il y aurait une solution à ça un jour, mais c'est vrai que c'est pas sain, ouais. J'ai rien à rajouter. Et, en plus, au-delà de ça, je pense même nous deux, j'ai des chiffres plus petits que toi quand même, mais on banalise de ouf le fait le nombre de personnes qui nous regardent au quotidien, quoi. Ouais, et tu vois, même au-delà des chiffres, c'est fou comment, en fait, tu fais vite le tour de TikTok. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que bah, moi, j'étais surpris de savoir que tu me connaisses, tu vois. Et on oublie que quand on fait 500 000 vues, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui se disent oui, 500 000 vues, mais c'est des gamins, machin, et ils dévalorisent leur reach un peu. Sauf que les 500 000 vues, peut-être que dans ces vues-là, il y avait Michou, tu vois, qui regardait une vidéo, tu vois. Et ça, il y a plein de gens qui oublient que ce sont pas 500 000 personnes random qui peuvent regarder ta vidéo. Tu vas vraiment toucher des fois tout TikTok. Et moi, c'est ça qui m'avait surpris avec la marque de vêtements. Est-ce que tu vois tu vois les For You Night, les sur TikTok? Ouais, j'ai vu. C'est très marrant de voir qu'il y avait des gens qui connaissaient la marque, plein de créateurs qui connaissaient la marque, genre parce qu'ils l'avaient vu sur TikTok. Et en fait, tu as un reach qui est pas que sur une audience qui va être, entre guillemets, des kids non créateurs, tu vas aussi toucher voilà, des créateurs, des fois des entrepreneurs, des gens qui sont tout aussi intéressants que toi. Et des fois, les chiffres, on les voit que comme des chiffres parce qu'on voit pas la valeur, ce que ça apporte, autre que les chiffres et la monétisation. Mais en vrai, ça va tellement au-delà de ça. Moi, je traîne plein de fois avec des gens qui sont littéralement des abonnés, mais qui sont devenus mes potes parce que il y a des gens super intéressants en fait, que tu touches avec tes vidéos. Et on s'en rend pas compte parce que
on se bloque sur les chiffres. Je sais pas comment l'expliquer clairement, mais en gros, notre reach, il est beaucoup plus que juste des chiffres. Tu peux toucher des humains super intéressants sans t'en rendre compte sur TikTok. Genre, tu fais 1 million de vues, bah en vrai, si tu fais 1 million de vues en 24 heures, tout TikTok France ta vie. Et c'est fou. En fait, c'est surtout que genre, tu sais jamais qui te regarde. Donc en Aussi. fait, tu peux te dire, ok, une vue, mais une personne, c'est qui, quoi? Est-ce que c'est genre un créateur? Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est un mec qui est CEO d'une entreprise de CAC 40? Tu sais jamais qui te regarde vraiment. Donc c'est sûr que sur, je sais pas, 1500 personnes, 1500 vues, tu vois, t'as au moins une personne qui est intéressante, tu vois. Ouais. Et c'est pareil, enfin, une personne, c'est une personne, tu vois. Genre, un abonné, c'est une personne humaine qui a une vie, qui a des sentiments. Mais pareil, moi, j'arrive pas à me rendre compte, mais là, je suis tout petit en plus. À 10 000 personnes, bah, c'est 10 000 humains, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Non, mais carrément. Et après, en vrai, je pense que ça c'est la question se pose surtout quand tu fais du contenu pas forcément niché qui va être très humour, où tu vas pouvoir toucher vraiment tout le monde. Mais quand tu fais du contenu un peu niché, je pense à Ulysse Steve qui parle beaucoup de crypto et de NFT en ce moment, tu vois. Et ben lui, il se rend peut-être pas compte, mais il a une audience très crypto. Donc, tu as plein de gens qui, en vrai, sont vachement éduqués sur des sujets, qui sont peut-être même experts. C'est pas juste du chiffre, tu vois, d'ailleurs. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais puis en plus, enfin, la capacité de toucher, entre guillemets, une niche est super facile sur TikTok. Dans le sens où, genre, bah, ok, si aujourd'hui je veux parler aux gamers, bah, je veux pas juste mettre le hashtag gamer, tu vois, mais je peux mettre la musique et je peux faire 2-3 vidéos. Je sais que ça va toucher principalement des gamers. Et pareil pour le côté créateur et tout. Mais juste, ouais, enfin, je pense qu'on pourra débattre des heures et des heures sur le délire, tu vois. Mais c'est juste incroyable. Enfin, je pense que, enfin, pareil, on se rend plus compte de la valeur des choses. En fait, on a été banalisé en mode, bah ouais, bah 1000 vues, c'est tranquille, c'est normal. Alors que c'est énorme. C'est énorme. Puis, enfin, t'en parlais tout à l'heure, genre les For Unite, t'y es allé ou t'y es pas du tout allé ou? Ouais, j'y vais depuis la première. Ouais, c'est trop marrant parce qu'en fait, c'est Vito Vidéo qui a organisé ça. Et ce gars-là, il est incroyable. J'avais parlé avec lui, j'avais fait un podcast à l'époque quand je faisais des podcasts où il devait avoir, je crois, 300 000 abonnés. Il venait de faire ses vidéos du tour de la Chine à vélo. Et c'est terrible de voir comment il a grossi et tous les projets qu'il lance. Et en vrai, du coup, voilà, les For Unite, ce qu'il a lancé, c'est assez marrant comme expérience. Mais c'est très, en fait, du coup, c'est un espace très bizarre parce que c'est des humains, mais tu es entouré de plein de créateurs et en vrai, tu te retrouves dans une salle où il y a tout TikTok France, tu vois. Je crois qu'ils avaient fait le cumul la dernière soirée, c'était genre 280 millions d'abonnés cumulés, tu vois. Donc, quand tu regardes les chiffres, c'est délirant. Et non, c'est fou. C'est très, c'est bizarre comme expérience, tu vois. Moi, je me sens pas à ma place là-bas parce que j'ai pas l'impression d'être légitime à y aller, mais c'est marrant comme expérience. Et en vrai, je pense que d'un point de vue pour les marques aussi, c'est incroyable d'être sponsor de ça parce que si tu arrives à influencer l'influenceur, mais tu as tout gagné. Bah, c'est comme si tu contrôlais, bah, c'est comme entre guillemets, les milliardaires ou les millionnaires qui achètent Canal+ ou qui achètent TF1, quoi. Par exemple. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est pas la même chose, mais non, c'est un peu le délire, quoi. Du tout, mais c'est cool comme échange parce que non, c'est marrant. Tu peux connecter avec du monde. Ça désacralise quelque chose aussi que les gens en face de toi sont des humains et que qu'en vrai ils sont pas plus spéciaux que toi, tu vois. Des fois, il y en a qui sont plus talentueux dans certains domaines, qui font de la musique, qui dansent, etc. Mais en vrai, on est tous des créateurs et c'est marrant. Tu vois, réunir mes moments. Ça me fume parce qu'en plus, j'ai vu plein de vidéos et j'ai vu plein de créateurs en parler. Et en fait, t'avais vraiment deux équipes. T'avais la première équipe en mode, ouais, c'est cool, c'est bonne ambiance, c'est sympa. Et t'avais une autre équipe en mode, ouais, c'est un peu, pas superficiel, mais c'est un peu too much, tu entends, tu vois. Genre, ouais, ça me donne c'est pas très bizarre. comme ça. Bon, ouais, c'est bizarre. Mais ouais, non, ça dépend. En fait, ça dépend à qui t'interagis dans Ouais, vraiment. la pièce, quoi. Ça dépend vraiment de qui avec t'es. Bah après, c'est dans n'importe quelle soirée, comme n'importe quelle soirée. Ouais, si t'es avec un connard pendant 1 heure, bah, tu dis, ah, bah, je suis nul à chier. Et si t'es avec que des mecs cool, genre, bah, c'est super bon, j'ai kiffé ma soirée, quoi. c'est ça. Non, mais je pense que c'est clairement ça. Mais oui, effectivement, bah, il y a des gens qui sont là juste pour connecter tranquillement ou discuter avec leurs potes. Et puis il y en a qui sont en mode, ouais, t'as combien d'abonnés, machin, tout le temps. Ça va un peu bizarre, ça. Je me dis, enfin,
Alors, surtout que s'il vient me voir, je fais yo mec, j'ai 12 000 abonnés. Le mec va partir direct. Il va faire ma bonne soirée, mec. C'est super. Ouais, mais c'est là où certaines personnes ne vont juste pas se poser cette question-là, mais plutôt demander ce que tu fais, ce que tu partages, ce que tu crées. Et c'est là où ça peut donner lieu à des échanges vraiment intéressants. Franchement, on a rencontré des gens cool. C'était marrant. Je te recommande d'y aller si t'as l'occasion. Vas-y, je vais me chauffer. Mais en plus, enfin, ce qui me fume aussi, c'est que genre, au-delà de ça, c'est que entre guillemets, toi, t'as la plateforme que tu préfères. J'imagine que c'est YouTube parce que c'est là entre guillemets où tu prends plus du temps, tu parles. En plus, c'est des. Même pas. Hein. Oh, mais j'ai l'impression que quand tu montes tes vidéos sur YouTube, elles sont moins montées et c'est plus de ok, comme à TikTok, tu filmes, du fast cam, tu cuts un peu et tu publies. En fait, TikTok, il y a une question de performance. Si je fais des TikTok, c'est pour faire des vues, pour croître en audience, pour communiquer, passer mon message, et par la suite, évidemment, vendre des vêtements, me faire découvrir, etc. YouTube aussi, mais je me permettrais plus facilement de parler pendant 30 minutes de trucs qui me passionnent et qui sont très nichés, tu vois. J'aurais beaucoup moins peur de le faire que sur TikTok. Et l'endroit où j'aurais encore moins peur de le faire, ce sera en podcast, où je vais parler pendant 1 heure des fois de NFT si j'ai besoin. À l'époque où j'en faisais, je pouvais parler de sujets très précis. En gros, plus le temps de rétention va être essentiel, plus je vais me concentrer sur le sujet le plus concis possible et qui peut intéresser le plus de monde. Et plus le temps de rétention est secondaire, plus je vais me libérer. Donc les podcasts. Donc YouTube me plaît, mais me plaît pas pour les mêmes raisons que TikTok, et TikTok me plaît pas pour les mêmes raisons que YouTube. J'ai pas vraiment de plateforme préférée, tu vois, tout se complète. Je pense que quand t'es créateur, tu as déjà dû le dire en vidéo, mais c'est essentiel d'être sur un peu toutes les plateformes, garder focus sur ta mission numéro 1, mais être un peu partout pour partager ton message un peu partout, et de différentes manières, et à différents degrés. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Après, c'est vrai que chacun, entre guillemets, chaque plateforme se complète, dans le sens où t'as pas la même audience sur TikTok, la même audience sur YouTube, parce qu'il y en a qui préfèrent juste, j'ai pas envie de choisir des vidéos, je veux juste scroller, et entre guillemets, TikTok me fournit une expérience qui est déjà cool, et YouTube, entre guillemets, je veux choisir ce que je regarde, je veux, entre guillemets, créer un peu plus de connexion et un peu plus je veux plus choisir, entre guillemets. Et puis après, les podcasts, bon là, c'est plus un truc chill, discussion, etc. Après, genre, ça dépend vraiment aussi ça dépend aussi vraiment du mood dans lequel t'es, genre, c'est super spécial. Genre, faut vraiment qu'on parle de ça, genre. Je suis quand j'envoie des DM à des cold DM en général à des gens que je connais pas franchement, Excuse-moi, ça me termine que tu parles comme un putain de marketeur, alors que c'est un humain. Ah, mec, c'est terrible. Moi, je te jure, je suis en école de commerce, c'est la dernière année d'école de commerce, je suis matrixé. En fait, j'ai vraiment ce côté créateur, et en mode, je me prends pas la tête pour moi. Enfin, je déteste utiliser le mot influenceur, par exemple, tu vois. Pour moi, c'est pas influenceur, pour moi, c'est créateur, parce que, genre, tu as une communauté, t'échanges avec elle, c'est plus un partage, tu vois. Alors qu'un influenceur, pour moi, c'est genre Kim Kardashian qui est juste là, qui en fait fait son gros de l'argent en partenariat, mais pas avec sa communauté, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que j'utilise des mots entre guillemets comme ça, parce qu'on m'a vachement matrixé en mode il faut que tu fasses des call DM. Et j'étais en mode mais de quoi tu parles, frère? C'est super bizarre. Et pareil, on m'a vachement matrixé dans cet esprit business, donc pareil, j'utilise des mots comme ça à la con. Mais en gros, pareil, pour ce que je veux faire, j'avais besoin du coup de contacter des créateurs, mais des créateurs qui sont hors de ma zone proche, entre guillemets. Et du coup, quand je t'ai envoyé un DM, je me suis dit, mais à 1000%, elle va jamais me répondre, mec. C'était sûr. Voilà, avec plaisir, je réponds. Mais c'est là où... bizarre. Ouais, mais après, tu vois, t'étais pas du tout cool, t'étais out dans le sens que je connaissais ton contenu, je suis intéressé par ce que tu fais, tu vois. Mais oui, c'est marrant. Mais du coup, je sais plus quelle était ta question. C'était genre, je sais plus. Attends, je disais quoi? Putain, même moi, je perds le fil de mon interview. Attends, je sais plus. Ouais, c'est ça. En mode contacter entre guillemets un créateur ou un influenceur, alors que entre guillemets, tu le connais pas ou t'as pas cette relation entre guillemets. Faut le faire. Faut le faire, tu vois. Ouais. Mais je sais que t'as plein de créateurs qui, en fait, toi, j'imagine, tu l'as même dit en vidéo, genre, tu reçois plein de DM sur Instagram de gens qui lancent leur marque et tout. Et, alors, ok. Voilà. Mais c'est là où il faut arrêter qu'on se fout de la gueule du monde. Genre, je pense que tous les influenceurs lisent tous leurs DM, tu vois. Littéralement. Genre,
Et c'est juste que bah, moi, je prête plus attention quand c'est le même message qu'on m'envoie 10 fois par jour. On me demande une question auquel j'ai répondu 10 fois en vidéo. Ça, je calcule pas. Mais ton DM passera jamais à la trappe parce que j'ai la chance de te connaître et c'est intéressant. Mais t'as un message qui sort du lot. Et en fait, moi, j'ai cette vision du monde où je pense que si t'as quelque chose d'intéressant à apporter, tu peux contacter n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Et, et c'est facile, en vrai, de contacter les youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés si tu t'y prends de la bonne manière. J'en suis convaincu. Tu peux connecter plus ou moins à qui tu veux, tant que la personne en face a quelque chose à gagner. Donc, ça peut être du contenu, à un moment où on va apprendre des trucs, quelque chose d'intéressant, une expérience, peu importe. Mais évidemment, si tu lui envoies salut, j'aime tes vidéos, machin, bah, en fait, elle en fera déjà 50 par jour et elle n'a pas calculé. Par contre, si tu la contactes d'une manière un peu originale, elle pourra te calculer. Exemple qu'on avait fait, c'est qu'on avait envoyé un colis à Michou, tu vois. Genre, Michou dit qu'il est prêt à recevoir des colis. Nous, on sait que les ouvertures de colis, en général, les OP un peu déguisés comme on a fait, en gros, on a envoyé un colis avec des vêtements de la marque, en espérant qu'ils parlent de nous. En général, ça, bah, les influenceurs, ils sont pas cons, ils savent très bien ce que c'est qu'une OP et que ils veulent être rémunérés pour ça. Donc, on se dit, mais comment on peut faire en sorte qu'il ouvre notre colis, il le calcule et il le mette en avant? Parce qu'il pourrait très bien filmer, mais en vrai, ça passe pas à la cam, je retire du montage. Du coup, on s'est dit, bah, juste déjà, on va faire en sorte que notre colis soit du contenu. Comme ça, lui, il va tellement réagir, tellement avoir de réactions, de blagues, de moments. En fait, on va lui créer un support pour créer du contenu. Et au final, le fait que ça nous mettra en avant, c'est limite secondaire, parce que lui, il va avoir le contenu qu'il va apporter à sa vidéo. Et au final, ça s'est très bien passé. Dans sa première vidéo, on passe, on est le climax, littéralement. Au début, il annonce en mode, ouais, ce colis-là, on va l'ouvrir à la fin, ça va être incroyable. Il ouvre, il y a plein de réactions, plein de surprises. Il nous met en avant, il dit même l'URL du site, tu vois. Et c'est Michou. Michou, un placement avec lui, c'est quoi, 30, 40 000 euros? Je pense. On a fait, genre, nous, ça nous a coûté 50 balles et il nous a pris notre temps. Ça, parce que quand tu penses l'interaction avec la personne, t'essayes de lui apporter quelque chose. Et Michou, dans sa vidéo, il cherche quoi? Du contenu. Il cherche pas des cadeaux de marque. Donc, on a fait un carton qu'on a coloré de toutes les couleurs avec des points d'interrogation. Et puis, il n'y avait pas que des vêtements. Bref, ça se réfléchit. Et voilà, sur là, de contacter n'importe qui, tu peux contacter vraiment n'importe qui si tu as quelque chose à apporter que la personne récupère derrière, qu'elle cherche, tu vois. Ouais, vachement penser à la valeur ajoutée que tu fournis à la personne et aussi à l'expérience que tu lui donnes, quoi. Si c'est juste yo, j'adore tes vidéos. Point. C'est pas ça, ouf, ou si c'est juste poser une question auquel tu sais que la personne elle répond déjà tout le temps, ça sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, si c'est pour lui proposer d'interagir comme on le fait là, de discuter, ben, c'est intéressant parce que tu vois, même moi, je vais sortir de l'appel, je vais avoir appris des trucs, je vais avoir connecté avec une nouvelle personne. Moi, je kiffe ça, tu vois. Et c'est toujours penser à ça. Mais pour ça, moi, je sais pas si du coup des gens nous écoutent, mais n'hésitez pas à contacter n'importe qui, tu vois. Vraiment, vous pouvez contacter qui vous voulez tant que vous avez de la valeur à ajouter. Du coup, juste la dernière question, c'est est-ce que vraiment tu es heureux en créant du contenu, tu vois? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es heureux au quotidien, tu vois? Je sais pas. Je kiffe créer du contenu, mais je suis vachement restreint et contraint par plein de trucs. Je sais pas. Des fois, oui, beaucoup. Et des fois, je le fais parce que j'en ai besoin, tu vois. Et c'est essentiel d'être régulier. Du coup, des fois, tu fais du contenu parce que c'est ton travail. Et il n'y a pas de problème à ça. Tu vois, il y a des gens, ils ont pas la chance, ils ont pas mal la chance qu'on va avoir et ils vont devoir faire un travail à l'usine qu'ils aiment pas. Donc, les vidéos, des fois, c'est ça aussi. Mais en vrai, oui, c'est une chance de ouf et je suis heureux de créer du contenu. Même si des fois, c'est pas toujours fun, parce que je kifferais faire autre chose, être un peu plus libre sur comment je communique et ce que j'apporte comme je suis. Même si on a la chance de pouvoir parler de NFT si on veut, alors qu'en vrai, c'est un sujet plus compliqué à aborder que d'autres. Enfin bref, en vrai, oui et non. Mais la question est intéressante parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire qu'ils sont heureux à créer du contenu alors qu'ils se détestent à le faire, tu vois. Ouais, parce que, même si t'es entre guillemets amateur, professionnel ou semi-pro, tout ce que tu veux, quand tu crées du contenu tous les jours sur une période qui est plus d'une semaine, donc déjà 2 semaines, 3 semaines, c'est fatigant de fou, quoi. Ouais. Toi, tu bombardes, tu vois. Déjà, je respecte de ouf ton travail parce que tu sous-titres, tu fais du montage, tu fais des zooms, des fois tu ajoutes une ambiance sonore, tu travailles et ça de manière régulière. Et on aura beau dire ce qu'on veut, ok, c'est des vidéos de 15, 20, 30 secondes, mais c'est du temps. Et si c'est pas le temps sur le montage, c'est du temps sur l'édito, la pertinence. Et être bon sur le long terme, c'est compliqué. Hein.
Ah ouais, non mais enfin, en plus, je pense qu'il y a plein de, enfin, je sais pas si tu connais, il y a un nouveau podcast qui a été lancé par genre même genre de créateur que moi, qui est un peu focus sur l'économie des créateurs et tout, qui a lancé un podcast qui s'appelle 25 mois et qui en gros dit que la durée de vie d'un créateur c'est 25 mois, tu vois. Et après 25 mois, c'est perte de vue, perte d'engagement et slash Pôle emploi quoi. Ok. En fait, et pareil, tu vois, je me dis que dans le sens où, enfin, c'est tellement compliqué de créer une audience. Et 25 mois après, tu la perds, quoi. Et c'est horrible, quoi. Donc, me dis aussi que faut montrer un peu cet aspect compliqué de créer une audience, tu vois, ou genre, et que c'est possible que du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais de l'année d'après, bah, tu sois, entre guillemets, t'aies plus d'audience, t'aies plus de salaire et t'aies plus cette vie que tu avais, quoi. D'où l'intérêt de rester focus, tu vois. Tu as dû écouter, ou j'espère que tu l'écouteras, le podcast de Olivier Samir et MrBeast, où, tu vois, au bout d'un moment, ils lui disent, mais pourquoi tu fais pas de podcast? Et il dit, mais parce que si je fais ça, j'ai perdu de focus. Il y a plein de youtubeurs, il dit, il y a plein de youtubeurs autour de moi qui pétaient tout, ils ont voulu lancer des projets à côté, ils se sont pétés la gueule. Donc, c'est super important de rester focus et régulier, quoi. C'est ce qui, du coup, des fois, peut enlever le côté fun de ton taf, même si, tu prends un peu de recul, tu te dis, putain, en vrai, c'est cool comme taf, tu vois. Ah bon, ouais, moi je l'avais écouté, Colin et Samir, grosse base si vous adorez l'économie des créateurs et les créateurs en général. Mais ouais, il en a parlé en plus, mais lui, il est focus. Enfin, MrBeast, c'est un autre niveau dans le sens où genre, je sais pas si t'as vu, l'entièreté de l'interview. Bien sûr, si. Il a des entretiens, des réunions tout le temps sur des vidéos qui planifient dans 3-4 semaines, des tournages, qui sont préparés 2 semaines à l'avance. Enfin, genre, il y a des vidéos, genre, j'ai été enterré pendant 5 jours ou 3 jours, je sais plus. 50 heures, je crois. 50 heures. Mais ça n'a aucun sens. L'orga qu'il y a derrière, faut trouver l'endroit, faut trouver la possibilité d'y respirer, faut créer le trou. Ensuite, faut trouver un espace qui est possible où il y a de l'énergie, de l'électricité. Mais c'est une orga qui est incroyable. Et juste toi, t'es là derrière et tu te dis, bah, vas-y, qu'est-ce que je vais regarder? Et oh, une nouvelle vidéo de MrBeast. Il est enterré pendant 50 heures. Ça n'a aucun sens. Mais pour rester, tu vois, le meilleur comme il fait, c'est essentiel ce qu'il dit. Et c'est pour ça que même si moi, j'ai pas envie de faire le même contenu, je pense que tu as tellement de valeur à les récupérer dans cette interview. Et non, c'est ça, si tu as envie d'être le meilleur, il faut rester focus, ce que j'arrive pas toujours à faire. Mais voilà. Ah bah, c'est intéressant. J'imagine que pour toi, c'est super compliqué d'être focus quand tu dois gérer un milliard de trucs en même temps. Et ta marque, ton contenu et même ta vie privée, j'imagine, c'est compliqué, quoi. Ouais, des trucs tout bêtes des fois comme tu vois, on veut être un créateur, mais qui en plus des fois doit gérer du SAV, gérer des retours colis, des clients relous, des gens qui veulent te carotte. Enfin, c'est aussi mon quotidien. Hein. Wow, bon respect. Je pense que déjà le SAV, j'ai fait du SAV en stage, c'était horrible. Ok. Donc, je connais très bien. C'est horrible. Hein. Les gens te parlent comme si t'étais de la merde. C'est bonjour déjà, le respect. Si ouais. Ouais, non, mais c'est marrant, ça apprend plein de trucs. En vrai, créer du contenu, créer des choses, c'est tout ce que j'ai à voir d'ailleurs. Ça me fume. Mais non, mais du coup, top. Merci pour la mix. Merci pour la réponse et l'invite, Max. Trop cool. Merci à toi. Je suis content de pouvoir m'exprimer et parler pendant des heures comme j'aime le faire, donc avec plaisir. Merci beaucoup encore, Max. Passe une bonne journée et bon courage.